fait dans la vôtre, Daniel Dufour. Bonjour. Bonjour. Au point presque d'y laisser votre âme, ce qui inspire le titre de votre livre, publié aux éditions de l'Homme, édition bien choisie évidemment. Vous êtes médecin, chirurgien, vous avez partagé le quotidien de blessés de guerre dans les camps ou tout près de ces lignes de front. Quotidien terrible donc que vous racontez dans ces pages sur lesquelles plane peu à peu une ombre. C'est un peu ce qu'on peut décrire comme une blessure invisible que longtemps vous n'avez pas voulu voir. Oui, on est dans l'action, on vit à 100% dans des terrains qui sont difficiles, avec des choix difficiles à faire pour choisir qui on va traiter, ceux qu'on ne peut plus traiter ou qu'on doit laisser pour compte, et puis ceux qui sont des blessés mineurs, ce qu'on appelle le triage, et tout ça dans une ambiance évidemment tendue. Donc on a l'impression de vivre à 400%. Et on s'oublie complètement et on ne se rend pas compte qu'on a des émotions et que ces émotions, évidemment, elles sont là et petit à petit, on va les garder en soi, on va les tasser en soi et certains troubles peuvent à ce moment-là survenir. C'est là où on va se rendre compte, je me suis rendu compte, mais longtemps après, 8 ans après, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas très bien dans mon état de santé. On va le faire avec vous, ce cheminement. Pour vous, tout commence avec la découverte, vous venez de l'évoquer, de la chirurgie de guerre, à laquelle, a priori, d'ailleurs, vous n'étiez pas destiné. Pas du tout. J'étais médecin à Genève, chirurgien dans des salles d'orthopédie et de traumatologie, excessivement aseptisées et tout. Et je suis parti en fait en vacances pour voir mon meilleur ami dans un pays qui s'appelait la Rhodésie, Zimbabwe, donc il y a fort longtemps. Et j'ai découvert à ce moment-là une chirurgie qui était complètement différente, d'une part, mais aussi des enfants qui mouraient de faim, des personnes des bus qui avaient sauté sur des mines. Et à la fin de cette visite, qui était plutôt une visite de courtoisie ou amicale, le chirurgien en chef de l'hôpital m'a dit « Quand est-ce que vous venez ?» Et j'étais déjà parti. Parce que à Genève ou en Europe, les chirurgiens sont pléthores, alors que là-bas, il y avait peu de monde. Et puis, deuxièmement, c'était une chirurgie qui était complètement différente et qui m'a appelé. On imagine l'état évidemment des corps avec ces blessures de guerre. Quand vous dites que c'est différent, c'est évidemment les blessures, la nature des blessures qui est différente. Vous avez utilisé le mot, vous dites, vous apprenez le triage. Expliquez-nous ce dont il s'agit. Un triage, c'est quelque chose qui est spécifique lorsqu'il y a de très nombreux blessés qui arrivent en masse dans un hôpital ou ailleurs. Le chirurgien en chef qui, lui, ne va pas opérer parce qu'il est constamment appelé à continuer ce travail de tri, va, comme je le disais tout à l'heure, d'une part choisir ceux qui vont être opérés, et ce n'est pas forcément les personnes les plus gravement blessées. Oui. Donc c'est un choix délicat parce qu'on va laisser de côté ceux qui ne peuvent plus espérer être guéris ou même traités. Donc ça va être une catégorie que l'on va laisser et qui va mourir. Quand on est médecin, à ce moment-là, on a le sentiment d'avoir le droit de vie ou de mort sur ses patients. On n'a pas c'est pas un sentiment, c'est une réalité. C'est une réalité, une dure réalité que on va faire ce que l'on peut, mais c'est souvent après. On va se reprocher en disant j'aurais dû, il aurait fallu peut-être en prendre plus, en sauver plus. Et là, la culpabilité peut envahir. Mais c'est une question qu'on ne se pose pas sur le moment, quand vous dites quand on est dans l'action, cette question, on la met de côté. Et c'est de là certainement que vient ensuite ce stress post-traumatique, c'est-à-dire que vous dites petit à petit les émotions disparaissent au cœur de l'action, mais elles vont revenir ensuite. Voilà, dans l'action, vous êtes à 100% dans le moment présent, vous faites au mieux vos choix selon des critères très précis. Et puis, c'est une fois que l'action retombe qu'à ce moment-là, les questions reviennent et cette culpabilité en disant « mais j'aurais dû, il aurait fallu, on aurait dû en prendre plus ». Mais bon, vu que d'autres urgences arrivent,
on recommence. Ça s'évacue et ça recommence. Après la Rhodésie, Zimbabwe, il y a eu le Cambodge, l'Afghanistan. Vous êtes allé dans les camps de Sabra et Shatila après les massacres. Votre dernière mission, ce sera le Kurdistan irakien. Et justement, quand elle se termine, arrivent ces flashbacks. Il y avait déjà les émotions qui avaient disparu, une certaine mise à distance aussi des autres. C'est ce qu'on appelle l'évitement. On ne parle pas de ce que l'on vit. Tout ça, ce sont des symptômes de ce stress post-traumatique. Tout à fait. Alors aujourd'hui, rétrospectivement, c'est facile de les identifier. C'est facile de les identifier, sauf que sur le moment, je les identifiais pas du tout. Et c'est en effet quand je me suis retrouvé à Londres en train de faire des études postgraduées de médecine tropicale que tout d'un coup, au calme, sont remontés des visages et des centaines de visages de personnes que j'avais justement j'avais eu affaire à. Comment est-ce que vous mettez un nom sur ce que vous vivez à ce moment-là ? Parce que c'est une découverte très récente de l'histoire de la médecine. En effet, et puis moi, mon histoire remonte il y a 30 ans, donc ça fait un moment. Déjà, on parlait vaguement de ce trouble de stress post-traumatique pour les vétérans du Vietnam qui étaient revenus. Mais moi, je me suis dit que j'avais un gros problème psy, donc il fallait absolument que je consulte. Et c'est là où j'ai commencé tout un cheminement en découvrant petit à petit ce qu'était ce trouble de stress post-traumatique et en voyant que finalement, lorsque j'avais dû arrêter la chirurgie plusieurs années avant parce que j'avais des douleurs au niveau du bras droit, c'était déjà une manifestation de ce trouble de stress post-traumatique. Ça vous a aidé d'être médecin pour mieux guérir ? Je ne sais pas. Peut-être que ça m'a demandé... j'avais plus de facilité à aller chercher dans les différents documents de quoi je souffrais. Après ça, c'est loin d'être facile parce que vous êtes médecin et vous ne pouvez pas présenter de faiblesse. Vous dites un médecin malade, ce n'est pas pensable. On comprend évidemment ce que vous voulez dire. Est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses, les mêmes traumatismes ensuite ? Alors ça fait 30 ans que je suis installé en tant que médecin généraliste. Ça fait 30 ans que je suis des personnes qui souffrent de stress post-traumatique. Vous savez, c'est pas simplement les champs de guerre, c'est aussi les personnes qui sont violées, les travailleurs sociaux aussi qui toute la journée entendent parler des viols et autre chose. Victimes d'accidents, un vol aussi peut être un déclencheur. Ça peut être simplement être témoin d'un accident. Donc il y a énormément de personnes qui souffrent de ce trouble de stress post-traumatique qui est très peu connu, sous-diagnostiqué, parce qu'il y a tout de même une certaine méconnaissance. Et malheureusement, on va traiter après les personnes pour des maux dont ils souffrent, comme des maux de dos, des dépressions, qui sont plutôt en fait des symptômes, alors que la cause initiale, elle est à l'intérieur, et souvent cachée parce que la personne n'a pas envie tellement d'en parler. Et vous utilisez du coup maintenant, aujourd'hui, votre propre expérience, évidemment, pour aider et soigner les autres. Merci beaucoup, Daniel Dufour. On retient aussi, en vous entendant, que l'on en guérit de ce syndrome post-traumatique. Oui, ça c'est possible. C'est la chose la plus importante. Merci beaucoup, et c'est aussi le sens de votre livre. J'ai failli y laisser mon âme, c'est le titre que vous lui avez donné. Restez avec nous. Dans un instant, on va retrouver la bande de LCI Matin.